Connais-tu ton beau pays, des dunes d'Oussi au dôme de Fabédougou, des chutes d'eau du Gomnangou aux hippopotames de Bala, de Thomas Hill à la vie sauvage qui peuple Nazenga, tant de merveilles à découvrir et le ministère de la Culture et du Tourisme lance un programme pour inciter les Burkinabés à aimer et à faire aimer les merveilles d'ici. Une filière porteuse insoupçonnée au Burkina, l'élevage de porcs. Dans le Sanguier, l'activité prospère, portée par une forte demande. On dénombre 156 000 porcs dans la province. Un invité dans ce journal, le commissaire principal Sietiefi Dabiré, directeur de la sûreté de l'État, il vient nous éclairer sur un incident intervenu hier consécutif à l'interpellation de 2 policiers des services des renseignements par un groupe d'individus qui seraient au service de M. Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou et actuel vice-président du mouvement du peuple pour le progrès. Bienvenue, mon commissaire. Bonsoir, M. Kiambiano. Madame, Messieurs, voici donc la une du grand journal de ce dimanche. Bienvenue à tous et à toutes. Tout d'abord, le Burkina donne sa vision des relations internationales et ses positions sur la situation du monde. C'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui porte la voix du pays des hommes intègres à New York, où les nations du monde sont réunies pour la 69e Assemblée générale des Nations unies. L'un des grands moments de ce rendez-vous annuel, c'est la rencontre avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, Urbain Benito Somé et Alfred Nikiema. La rencontre avec le secrétaire général de l'ONU a permis de discuter de questions relatives à la situation dans le monde, mais surtout dans la sous-région et au Burkina Faso en particulier. Le secrétaire général des Nations Unies a effectivement accordé une audience au cours de laquelle je lui ai transmis les salutations du président du Faso. Il s'est montré préoccupé quant au processus électoral de l'année prochaine. Je l'ai rassuré sur le fait qu'au Burkina Faso, le dialogue est de mise et que le débat politique se déroule dans un environnement apaisé. Le débat politique de nature républicaine est apaisé. L'essentiel est que de toute façon les acteurs de la classe politique ainsi que les acteurs de la société civile puissent échanger leurs points de vue, régler leurs divergences, mais de la manière la plus pacifique et la plus républicaine. Donc j'ai donné ces assurances au nom du président du Faso au secrétaire général des Nations Unies et fort heureusement le président du Faso lui-même a entrepris une série de concertations avec aussi bien les partis de la mouvance présidentielle que les partis d'opposition. Et il est heureux de constater que le débat de ce point de vue s'est bien engagé. Donc le secrétaire général des Nations Unies a pris acte et nous a encouragés à tout mettre en œuvre pour faire prévaloir le dialogue et la concertation. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale a ensuite rencontré son homologue de la Corée du Nord avec qui il était question de relations bilatérales et internationales. Djibril Yipene Bassolé a échangé avec le secrétaire général de la conférence islamique sur la situation dans la sous-région ouest-africaine et précisément au Mali. En ma qualité d'envoyé spécial de l'OCI pour le Mali et le Sahel, j'ai rencontré le secrétaire général de l'OCI pour lui faire part du plan d'action que j'ai la charge d'élaborer, du plan d'action de l'OCI pour le Sahel. C'est un plan d'action, évidemment, qui combine le dialogue, la concertation, la sécurité et le développement social et économique. L'OCI fait beaucoup déjà pour l'ensemble des pays sahéliens qui sont aussi des pays membres de l'OCI. Il s'agit pour nous maintenant de tout mettre en œuvre pour que cette stratégie soit la plus cohérente possible, la plus efficace possible et qu'elle soit parfaitement intégrée dans la grande stratégie des Nations Unies pour le Sahel. D'autres audiences sur les plans bilatéraux et multilatéraux ont permis de donner le point de vue du Burkina Faso sur de nombreuses questions d'actualité. La représentation permanente du Burkina à l'ONU est bien installée dans de nouveaux locaux qui offrent plus de commodités au cœur de Manhattan. C'est une propriété acquise à partir de la vente de l'ancienne résidence qui abritait la représentation. Visite des lieux dans ce reportage signé de Urbain Benito Somé et de Alfred Nikiema.
L'acquisition d'une nouvelle résidence et de bureau pour la représentation permanente du Burkina Faso auprès de l'ONU à New York a été le fruit d'un long processus. C'était une préoccupation majeure compte tenu de l'exiguïté des locaux servant de bureau et dont le coût de la location était très élevé. La résidence, elle, était la propriété du Burkina Faso mais se trouvait dans un piteux état et sa rénovation apparaissait très onéreuse. La nécessité d'acquérir de nouveaux locaux s'est avérée une meilleure option eu égard au coût de la rénovation qu'engendrerait la résidence. Les options qui étaient là, c'était soit de trouver l'argent pour rénover la résidence, soit de la vendre et puis avoir d'autres acquisitions. Et après des missions d'inspection au niveau de la commission interministérielle chargée du patrimoine de l'État, la solution qui a été retenue, c'était de vendre la résidence pour faire une autre acquisition et, si possible, d'acquérir une nouvelle chancellerie. Donc nous nous sommes attelés à cette tâche, d'abord au niveau de la mission, où nous avons mis une petite structure pour travailler, en tenant compte bien sûr du contexte américain. Et par la suite, la même commission est revenue pour voir quelles sont les conditions, comment l'opération devrait se passer et la manière dont cette opération devait être exécutée. Et ensemble, nous avons arrêté les différentes phases et démarches qu'il fallait faire, bien sûr, en tenant compte des réglementations au niveau américain. Et ça a permis d'aboutir justement à la vente de la résidence et qui nous a donné des recettes permettant d'acquérir une nouvelle résidence, ce que nous avons fait dans un lieu où le problème immobilier est encore plus abordable. Nous ne sommes plus dans le même quartier, mais nous sommes localisés dans une zone où nous avons plusieurs autres missions permanentes qui résident là-bas. Et les ressources nous ont permis également d'engager l'achat d'une nouvelle chancellerie. Et ça, c'est vraiment une épine du pied que nous enlevons parce que nous avons plus d'espace pour contenir le personnel et nous sommes dans notre propriété également. Bien sûr, cette propriété se situe au plein cœur de Manhattan, la chancellerie, dans un des immeubles au niveau près des Nations Unies. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Nous avons essayé de travailler sur un dossier qui était là depuis des années et qu'à ma prise de fonction, j'ai essayé de conduire la roue et pour aboutir à la réalisation. Et c'est ce que nous avons fait. Et je pense que c'est à l'honneur du Burkina parce que ça nous a permis d'épargner au budget national des ressources. Nous avons travaillé avec des ressources internes et pour acquérir ces nouveaux immeubles. Et cela s'est fait bien sûr selon les règles de l'art, en tenant compte de la réglementation nationale, puisque la commission interministérielle était là. Il y a même une commission d'inspection du ministère qui était venue également. Et en plus, il y a la réglementation américaine qui est très exigeante en la matière, où il faut beaucoup de garanties avec des avocats, avec des agences immobilières agréées, avec l'autorisation des autorités américaines. Donc toutes ces procédures ont été suivies et ça nous a permis d'avoir notre titre de propriété au niveau de la résidence et de poursuivre les procédures pour la chancellerie que nous allons acquérir définitivement d'ici novembre. L'ensemble du personnel de la chancellerie se réjouit déjà de pouvoir disposer de locaux plus spacieux et désormais propriété du Burkina Faso. Les députés de l'opposition regroupés au sein du groupe Alternance Démocratie et Justice recommandent la réforme du Conseil constitutionnel, la constitutionnalisation de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Le groupe tenait à Ouagadougou ses journées parlementaires consacrées à l'analyse de la loi électorale et à l'organisation de la présidentielle de 2015. Anatole Nakoulma et Anna Lucie Kéré. Pour les participants aux deuxièmes journées de réflexion de l'année du groupe parlementaire ADJ, Alternance Démocratie et Justice, leurs échanges ont été profonds, comme l'attestent les motions, résolutions et recommandations. Le groupe parlementaire ADJ a estimé qu'il faudrait d'abord, dans un premier temps, appréhender l'ensemble des difficultés qui se posent en amont de toute élection, par exemple le fichier, le problème du vote des Burkinabés de l'étranger, ce sont des réalités. Et même qu'il y a la question du financement de toute élection. Si on veut que ce soit la carte consulaire, pour la mettre à la disposition de tout le monde, soit on annule les frais de sa confection, ou tout au moins on fixe le prix à 2000 francs pour que cela soit à la portée de tous les Burkinabés. Voilà des recommandations pratiques qui devraient permettre d'impliquer tous les Burkinabés où qu'ils vivent dans le processus électoral de notre pays. Cette rencontre a permis aux députés et aux représentants des partis et formations politiques de l'opposition de se pencher notamment
sur l'élection présidentielle de 2015 et sur la loi électorale. La loi électorale qui, selon le docteur Seydou Abdoul Karim, est un maillon fondamental dans une élection démocratique. Sa communication a été suivie de nombreuses contributions à la grande satisfaction du président du groupe parlementaire ADJ. Les conclusions et propositions pertinentes auxquelles nous sommes parvenus nous interpellent tous et leur mise en œuvre est notre défi commun. Cette mise en œuvre exige de chacun de nous un abandon d'une partie de nous-mêmes pour mettre en commun l'intérêt supérieur de notre peuple. Ibrahima Koné a ensuite lancé un appel à tous les militants des partis politiques de l'opposition pour qu'ils s'approprient les conclusions des présentes journées parlementaires. À présent, nous retrouvons notre invité de ce soir, le commissaire principal de police, M. Tiefi Dabiré, directeur de la sûreté de l'État. 2 policiers des services de renseignement interpellés par des individus qui seraient à la solde de Simon Compaoré. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Merci, M. Kiombiano. Comme je le disais tantôt, c'est une mission qui rentre dans le cadre de la sécurisation générale donc, et globale, et caractérisée donc, ces derniers temps par la recrudescence donc, des actes de grand banditisme et sur les axes routiers et aussi dans certaines agglomérations donc, du Burkina Faso. C'est suite à cela que la police nationale a mis en place un dispositif d'appui aux unités d'intervention qui sont en uniforme. Donc cette composante discrète dont fait partie donc, ces 2 policiers s'est retrouvée hier soir aux environs de 17 h sur le boulevard Naba-Zombré. C'est juste à hauteur donc, du laboratoire national des travaux publics à Gunguin. Ils ont été interceptés à ce niveau-là, un peu loin du domicile de M. Simon Compaoré, oui, par des individus donc, qui appartiennent donc à ce groupe. Et voilà, et par la suite, ils ont été conduits au domicile de M. Simon Compaoré pour être, j'allais dire, présentés à la presse nationale et internationale. Je ne serais pas venu à ce niveau de représentation si cela n'avait pas été fait, s'il n'y avait pas eu ce tapage médiatique donc autour de cette affaire. On aurait mis ça sur le compte des faits divers, mais malheureusement, ce qui s'est passé hier a été porté sur la place publique et il était un devoir pour nous de venir me faire une mise au point par rapport à cela. Simon Compaoré se plaindrait d'être pris en filature par vos hommes. Qu'est-ce que peut-être vous avez comme réponse? Peut-être qu'il se sentait effectivement filé? Bon, filé, c'est trop dit. Comme je vous ai dit, c'est des missions de renseignement opérationnel, discrètes, bien sûr, en civil, donc, qui n'a rien à voir avec les filatures peut-être dont il parle. C'était juste pour contribuer donc, à la sécurisation donc, de certaines personnes, de certains lieux, j'allais dire sensibles, et des personnes aussi sensibles. Alors ces éléments ont été envoyés donc, en mission et dans ce cadre-là. Sinon, ce n'est pas, comme ils l'ont fait croire, filer M. Simon particulièrement. Et là, je viens de vous dire que c'est au niveau du boulevard Naba-Zombré qu'ils ont été interceptés. Et cet endroit, je crois, pour ceux qui connaissent bien la ville de Ouagadougou, est très loin du domicile de M. Simon Compaoré. C'était sur la voie publique. Et j'insiste là-dessus, c'était sur la voie publique. Alors, est-ce que vous aurez reçu des plaintes ou des plaintes à votre niveau de la part de Simon Compaoré qui aurait donc à craindre pour sa sécurité? Non, pas du tout, justement. Quand bien même hier il disait qu'il a eu l'information il y a quelques jours de cela, mais nous disons, et il savait que c'était des policiers, il aurait pu, comme vous l'avez dit, peut-être porter plainte à qui de droit. Comment avez-vous réagi quand vos hommes ont été appréhendés et amenés au domicile de Simon Compaoré? Non, dans un premier temps, comme je le disais, nous avons pensé, bon, c'est des situations qui arrivent, mais comme ça a été fait, avec un peu de préméditation, parce que je ne vous ai pas donné les circonstances dans lesquelles ils ont été interceptés. Ils ont été interceptés par 4 personnes à bord d'une voiture Mercedes qui aussi suivait ces éléments.
et avec 5 autres qui étaient en moto. Vous voyez que c'était un acte prémédité. Et par la suite, avant d'être conduits au domicile de M. Simon, ils ont été dans un premier temps conduits à l'école primaire publique, donc apostolique, non loin du domicile de M. Simon, où les attendaient plus d'une centaine de personnes en ces lieux. Donc ça veut dire que ce n'était pas un acte, j'allais dire, ponctuel, et c'était bien prémédité. Qu'allez-vous faire maintenant, ou bien cette mise au point vous suffit? Bon, ça ne suffit pas, parce que là, comme je l'ai dit, l'affaire a été portée à la presse nationale, voire internationale. Et c'est ce qui justement attire l'attention, parce que la police nationale, c'est une entité en tout cas qui représente le Burkina Faso et qui est un symbole fort de ce pays-là. Donc porter atteinte donc à ce symbole, j'allais dire aussi au vu de tout le monde, et cela ne fait pas bien pour notre pays. Et nous venons ici pour demander que les gens puissent se ressaisir et pour vraiment préserver donc ce que nous avons comme vraiment institution étatique et ne pas les vilipender, en tout cas à la moindre peccadille. Nous reviendrons à vous, juste le temps d'annoncer cette information de la gendarmerie nationale. Il est très dangereux et armé. Sawadogo Sidi Mohamed Faisal Di Champi Kilo est activement recherché par la gendarmerie nationale. Il est identifié comme auteur présumé de plusieurs attaques à main armée sur les axes routiers dans la ville de Ouagadougou. Toute personne qui l'aurait vu ou qui pourrait aider à le repérer, lui et ses complices, est prié de contacter la brigade de gendarmerie la plus proche ou d'appeler les numéros d'urgence suivants, le 10-10, le 16, le 17, le 80 0011 45. Je reprends le 10-10, le 16, le 17, le 80 0011 45. Alors, mon commissaire, monsieur le commissaire principal, comment travaillez-vous justement à faire face à ces situations d'insécurité, ces attaques à main armée qui surviennent souvent de jour, avec des bandits qui détiennent des armes de guerre? Comment faites-vous face à cette situation pour assurer justement les Burkinabés? Voilà, nous organisons des patrouilles visibles d'hommes armés, que ce soit au niveau de la police comme de la gendarmerie, et même avec des forces militaires en appui. Et il se trouve que justement ces derniers temps, ces attaques se sont un peu, j'allais dire, amplifiées. Et voilà pourquoi nous avons renforcé le dispositif qui existait avec un autre dispositif assez discret. Parce que là, avec les forces en tenue, il se trouve qu'il y a des individus organisés de telle sorte à donner le renseignement donc, à ces bandits-là pour, j'allais dire, tromper la vigilance donc, de nos forces. Voilà pourquoi nous avons mis ce dispositif assez discret. Comme je vous ai dit, autour des points sensibles et de certaines personnes sensibles aussi, que ce soit des autorités publiques comme d'autres personnalités. Et c'est dans ce cas-là que cette sécurisation et ce dispositif a été mis en place. Et donc, quand nous constatons qu'il n'y a pas longtemps, on nous a reproché le fait que nous n'assurons pas bien la sécurité de certaines personnes assez sensibles. Et maintenant que nous le faisons, même si c'est dans la discrétion, qu'on nous en veut pour cela, donc je voudrais tirer l'attention des uns et des autres sur cela. Et en ce qui concerne M. Simon, je pense qu'il en sait plus que beaucoup de gens dans ce pays en matière de sécurité. Et donc nous demandons que vraiment ils puissent en tout cas se maîtriser quand des situations comme ça se présentent. Alors, donc, rappel, Sawadogo Sidi Mohamed, dont vous voyez les images, Faisal Di Champi Kilo, qui est activement recherché par la gendarmerie nationale. Toute personne qui aurait des informations qui permettraient de le retrouver est priée d'appeler donc au 10-10, le 16, le 17, le 80 0011 45. Merci, mon commissaire, pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie et au nom de monsieur le ministre en charge de la sécurité et du directeur général de la police nationale. Je vous remercie. Merci. Connais-tu ton beau pays? Une interpellation au Burkinabé à découvrir le potentiel touristique du pays. C'est un programme de 4 ans que vient de lancer le ministère de la Culture et du Tourisme. Une enveloppe de 195 millions de francs CFA est allouée au programme pour conduire des activités de promotion du tourisme intérieur. Reportage Karim Sissé. Le Burkina Faso dispose d'énormes potentialités touristiques, mais le secteur demeure peu fréquenté par les Burkinabés. Pour changer la donne, le ministère de la Culture et du Tourisme a mis en place un programme dénommé « Connais-tu ton beau pays ?»
Un programme qui s'exécutera sur la période 2014-2017 et qui vise à renforcer l'amour de la patrie auprès des Burkinabés eux-mêmes à travers la découverte des sites touristiques nationaux. La vocation de ce programme Connais-tu ton beau pays, c'est véritablement de faire, comme nous l'avons dit, de chaque Burkinabé un prescripteur de la destination Burkina Faso, c'est-à-dire en faire véritablement un touriste à l'intérieur de son pays. Pour une bonne exécution du dit programme, le ministère de la Culture et du Tourisme compte impliquer les acteurs des collectivités locales. Ici, à Bobo-Dioulasso, le Conseil régional des Hauts-Bassins est déjà partant pour cet ambitieux programme. Les acteurs du tourisme aussi seront organisés, les guides auront des formations, les restaurateurs, les hôteliers seront organisés. Et il y aura une fédération qui est déjà en marche. Et nous allons aussi faciliter l'accès sur ces sites touristiques-là. En marge du lancement officiel du programme Connais-tu ton beau pays, une conférence publique a été animée. Une conférence qui entre dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du tourisme et dont le thème a porté sur l'implication des populations locales dans le développement des activités touristiques. Pour joindre l'acte à la parole, des circuits touristiques sont organisés pour des jeunes à travers le pays. Ce soir, nous vous proposons de découvrir à la suite de ces touristes les paysages fascinants du Sahel, les dunes d'Oursi, les plages reposantes de Yakuta et des sites archéologiques qui vous replongent dans le mystère de notre passé. Vincent Kendrebego. Secteur pourvoyeur d'emplois et contribuant à l'économie nationale, le tourisme au Burkina Faso a été éprouvé dans le contexte sous-régional ces dernières années. Le Sahel, notamment, région frontalière de pays confrontés à des défis sécuritaires, s'est retrouvé victime collatérale. Quand la crise malienne avait déclenché, là, c'était vraiment la mort totale. On ne recevait plus de visiteurs. On était là nous-mêmes, on a oublié qu'on est dans un musée. Même les nationaux, et en tout cas, nous ont abandonnés à un moment donné. Et cette année 2014, c'est surtout le mois d'août. Là, nous avons réussi en tout cas beaucoup de visiteurs, jusqu'à 30. S'agit-il alors d'une reprise prochaine du dynamisme de l'activité touristique au Sahel? En tout cas, ce technicien des services touristiques nous amène voir que la plage de Yakuta, 12 km de Dori, devient de plus en plus un passage obligé des visiteurs de la capitale du Sahel. Avec la construction du barrage, on a remarqué que l'eau reste toute l'année. Et puis, bon, petit à petit, ça a attiré aussi les visiteurs. Les gens venaient se reposer le week-end. Les élèves aussi venaient passer de bons moments, faire des pique-niques et puis repartir. Il y a des gens qui font ce genre de pratiques-là, mais ils ne se mettent pas à l'idée qu'ils font du tourisme. Quelques minutes de route et nous voilà à Yakuta où amis et familles, surtout le week-end, aiment à s'installer au bord de l'eau jusqu'à observer le soleil s'éclipser à l'horizon. Ce que j'apprécie ici, c'est l'eau que je vois. Bon, une si grande quantité d'eau. On n'en trouve pas partout dans nos coins ici. Je peux dire que c'est la place du Sahel. Donc partout en Afrique, nous voyons les pays côtiers surtout. Chaque pays a une place. Donc nous aussi, c'est notre place. Comme ça, je suis venu ce soir pour me divertir. Pour marquer la relance de ce tourisme local, les acteurs concernés dans la région du Sahel ont invité les citoyens à la découverte des merveilles naturelles de la province de l'Oudalan, à commencer par cette montagne pas comme les autres qui surplombe la ville de Gorom Gorom, mais aussi les dunes de sable de Oursi. Le musée archéologique de Oursi renferma toute une histoire, la mare à oiseaux migrateurs de la même localité. Tout a fait l'objet d'admiration pour les visiteurs. J'ai été très impressionnée par les dunes de sable. Ce fut ma première fois de venir dans cette zone. Et surtout la mare également qui m'a beaucoup impressionnée. On a découvert beaucoup de choses de chez nous que nous ne connaissions pas. Et je trouve que c'est une très bonne chose parce que ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle le tourisme interne, et le tourisme approprié par les Burkinabés eux-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on a découvert et vraiment je suis très enchanté. Le fait de venir sur place et de visiter ces sites montre que effectivement, on peut effectivement trouver sur place
de quoi faire du tourisme dans notre pays. On n'a pas besoin de franchir la frontière pour aller voir la mer ou autres sites. Satisfaction du côté des organisateurs qui croient que l'initiative aura un effet promoteur du tourisme au Burkina Faso. L'objectif du ministère en charge du tourisme, c'est d'accompagner et susciter à travers ce programme Connecter ton beau pays pour que les uns et les autres puissent faire du tourisme. Il faut encourager les nationaux à découvrir davantage, j'allais dire, leur pays. En plus des dunes et mares de Oursi et la plage de Yakuta, bien d'autres sites sont disséminés à travers les 4 provinces de la région du Sahel et méconnus de bien de burkinabés. Ils forment pourtant, avec ceux des autres régions, un patrimoine touristique national riche de sa diversité. En matière d'alphabétisation, les politiques nationales sont orientées sur un objectif d'étape, atteindre un taux de 60% dans les plus brefs délais. C'est la clé du développement durable. La 44e journée de l'alphabétisation a servi de cadre pour mobiliser les acteurs et les partenaires autour de cet enjeu. Les plus engagés se sont vus décerner à Dédougou des décorations pour services rendus à la nation. Siriki Milogo et Moussa Sanon. Alphabétisation et développement durable, c'est sous ces thèmes que les acteurs de l'éducation non formelle se sont retrouvés à Dédougou pour commémorer la 44e journée internationale de l'alphabétisation. Une commémoration qui a donné l'occasion aux participants de faire le point des actions menées et de jeter un regard sur les grands défis à relever. Il est souhaitable que désormais l'alphabétisation soit liée à la production. C'est-à-dire qu'on ne se cantonne pas seulement à apprendre à l'apprenant à lire, à calculer et à écrire, mais aussi en se penchant sur des compétences qu'il doit acquérir pour pouvoir participer fondamentalement au développement, notamment en lui apprenant des techniques nouvelles. Les apprenants sont soit des cultivateurs, des éleveurs, des artisans ou autres. Donc on leur apprend non seulement à lire et à écrire, mais à améliorer leur production. Selon le recensement général de la population de 2006, le taux d'alphabétisation du Burkina est de 28,7%, un taux que le pays compte booster à 60% d'ici à 2015, un défi qui ne peut être relevé sans l'accompagnement des PTF, les partenaires techniques et financiers. Les partenaires techniques et financiers, en appuyant la SCAD du gouvernement, nous appuyons aussi également le PDCEB, le programme de développement de l'éducation de base, et le PRONA. Et donc, je voulais rassurer le ministre et les autorités que les partenaires techniques et financiers vont continuer à appuyer ces programmes parce que nous croyons que l'alphabétisation est clé pour le développement économique et social du pays. La commémoration de cette édition 2014 de la Journée internationale de l'alphabétisation restera un souvenir inoubliable pour certains acteurs de l'éducation non formelle, car hommage leur a été rendu à travers soit des attestations de reconnaissance ou des décorations. La rentrée scolaire s'effectue progressivement au Burkina Faso. Dans le public, le 1er octobre va marquer la reprise des activités pédagogiques à quelques 48 heures de cette date. Certains parents peinent encore à trouver une place pour leurs enfants au secondaire. Ils sont nombreux qui frappent aux portes des collèges et lycées publics. Le constat à Bobo Dioulasso de Karim Sissé. Issouf Ouattara est un parent d'élève à Bobo Dioulasso. À cette rentrée scolaire, le problème de place pour son enfant semble être un casse-tête chinois pour lui. J'ai un enfant, une fille qui a eu les BBC, donc je suis toujours à la recherche de la place en classe de seconde. Donc j'ai passé dans les différentes classes, mais bon, compte tenu des moyens aussi, en tout cas je voulais, si je pouvais avoir une place dans une école publique, c'est-à-dire gouvernementale, bon, ça allait beaucoup me plaire. Tout comme Issouf Ouattara, ils sont nombreux ces parents d'élèves qui font la navette entre les différents lycées publics de la ville dans l'espoir d'avoir une place pour leurs enfants. Ce jeune, par contre, a eu de la chance. Après une première tentative infructueuse au lycée municipal, il a pu s'inscrire au lycée Wenzen Koulibaly. Je voulais la place là au LMB, mais il y avait un problème d'âge. Puisqu'ils étaient de 95, ils ont dit que la seconde là-bas, c'est à partir de 96 qui recrutent. Et puis ici, passé ici, ça a marché. J'ai eu la place, ce sont les frères là que je vais payer maintenant. Au lycée national, les responsables sont dépassés par le nombre de demandes d'inscription. Tenez bien,
Cet établissement a enregistré cette année plus de 1000 demandes pour seulement 200 places disponibles. Il y a beaucoup d'affluence. Comme vous l'avez dit, c'est un établissement qui se trouve dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui déménagent. Et donc, il se trouve qu'il faut vraiment, on a beaucoup d'affluence. Nos classes sont vraiment, on va dire, un peu surchargées. C'est social, puisque c'est un établissement de l'État. Il faut accueillir le maximum. Si dans les établissements publics, l'heure est au recrutement, cela n'est pas le cas dans certains établissements privés, comme ici au complexe scolaire Alpha Solidarité. Dans ce complexe, les classes d'examen ont déjà débuté les cours. Alors, nos inscriptions ont commencé depuis le premier jour des vacances des élèves. Nous avons déjà les 85% de nos effectifs. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons commencé les cours déjà dans les classes d'examen, en troisième et en terminale, dans tous nos 3 établissements. Même si les cours ont débuté, les inscriptions se poursuivent toujours et selon le fondateur de cet établissement, elles continueront jusqu'au 10 octobre 2014. Gawa se prépare à accueillir les jeunes du Burkina Faso et le président du Faso pour la 7e édition du Forum national des jeunes. L'événement se déroulera les 24 et 25 octobre 2014 et il va camper la réflexion sur l'autonomisation et la responsabilisation des jeunes, état des lieux et perspectives. Le comité national d'organisation a rencontré le comité régional pour bien préparer ce rendez-vous. Christophe Da. À un mois du 7e Forum national des jeunes, les responsables à l'organisation en sont au dernier réglage. Dans une rencontre qui a réuni pour la première fois le comité d'organisation régionale et sa structure fêtière, ce sont les questions jugées essentielles comme l'hébergement, la restauration, la sécurité et le protocole qui ont fait l'objet d'échanges. Puis s'en est suivi une visite terrain des sites de rencontre et d'hébergement pour évaluer les travaux qu'il reste à réaliser. Nous avons fait le tour des sites. Nous avons aussi pris en compte les différentes préoccupations qui se sont soulevées. Nous savons que d'ores et déjà la région est prête à accueillir ce grand forum. C'est un forum qui nous tient à cœur à partir du moment où il va regrouper la jeunesse nationale, à partir du moment où nous allons en tout cas rencontrer le chef de l'État. Donc nous sommes toujours à pied d'œuvre pour pouvoir réussir ce grand événement. Les travaux à réaliser ont été identifiés et confiés à des responsables de services techniques conviés à cette rencontre. Étaient aussi présents à la rencontre les membres du bureau exécutif du Conseil de la jeunesse au niveau national et régional, occasion de lancer un appel. Nous voudrions rassurer tous les jeunes du Burkina Faso, surtout ceux qui ne prendront pas part à ce forum-là, qu'ils ont des représentants qui se chargeront de parler en leur nom et de porter réellement leurs aspirations auprès des autorités du pays. Pour ceux qui pensent qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été prises en compte, il y a le Conseil national de la jeunesse qui est représenté à travers les différentes régions du Burkina Faso par les bureaux exécutifs régionaux, à travers les conseils régionaux de jeunesse. Ils peuvent s'en approcher, ils peuvent poser leurs préoccupations qui seront traduites au niveau national. Près de 6000 personnes sont attendues à ce prochain forum. Les jeunes seront 1500, dont 1200 déplacés. Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Waiguya a été présenté vendredi dernier aux populations. C'est un outil qui va servir comme référence pour la gestion de la ville. L'État a institué cette approche pour une meilleure planification et une plus grande maîtrise du développement des villes. Belema Hermantoé. Voici ce que représente désormais le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Waiguya. C'est une planification qui répond à la nécessité d'organiser l'espace urbain en vue de maîtriser sa croissance. Nous avions pris l'engagement en conseil de faire le tour des capitales régionales pour faire donc des sessions en vue de leur demander de continuer. D'abord, on installe le comité de suivi, mais surtout leur demander à travers donc les représentants de l'administration centrale, des collectivités et même des particuliers pour les investissements futurs de tenir compte donc des prescriptions qui ont été faites dans le SDO. Notre ambition, c'est de faire en sorte que l'occupation de l'espace soit rationnelle.
La mise en œuvre de ce chemin directeur implique nécessairement plusieurs ministères et pour y arriver, il faut une mutualisation des efforts. Il y a plusieurs ministères qui sont impliqués dans mon département. Je dis que nous avons en tout cas beaucoup de choses à voir ensemble pour une bonne mise en œuvre efficace de ce schéma d'aménagement. Comme vous savez, nous mettons en place des infrastructures hydrauliques et il faut que nous respections justement le zonage qui a été proposé par ce ministère-là. Ce chemin directeur est un outil de référence qui va apporter des réponses à la réalisation des investissements dans la ville de Waiguya. Cela nous permet vraiment de mieux organiser notre action parce que nous avons un tableau de bord que nous pouvons utiliser. Donc nous ne pouvons que saluer cette initiative. Il y a un certain nombre de préoccupations aussi qui ont été soulevées dans le studio que nous partageons. Par exemple, sur la question des parcelles non mises en valeur. Au niveau de notre conseil municipal, nous avons pris déjà une délibération demandant d'identifier l'ensemble des parcelles. Un comité de suivi constitué de élus locaux et de chefs de service a été installé pour assurer la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. Le document indique que la population de la ville de Waiguya va passer de 102 600 habitants en 2011 à plus de 350 000 à l'horizon 2030. Il est paysan et il attend de son champ un revenu de 20 millions de francs CFA. Marc Bongini entretient à Lolio, dans la commune de Fonzan, une exploitation de 47 hectares où il démontre l'importance de la mécanisation agricole, mais où il fait montre surtout de savoir-faire et de rigueur dans le suivi des itinéraires techniques. Des paysans venant de 12 autres régions étaient sur ce champ pour s'inspirer du modèle Bongini à Wabidrago. S'il y a une exploitation agricole à Lolio, dans la commune de Fonzan qui force l'admiration, c'est bien celle-ci. Elle s'étend sur 47 hectares avec 8 spéculations. Le maïs Bondofa à lui seul occupe 14 hectares et le propriétaire le voici, Marc Boyini. Âgé de 35 ans, il s'est investi dans l'agriculture depuis 2002. Sa maîtrise du travail, à travers l'adoption des bonnes pratiques agricoles et l'appui conseil, ont fait de lui un entrepreneur agricole modèle dans la région de Haut-Bassin. J'utilise les variétés améliorées et je travaille beaucoup avec la fumure organique. La terre ne ment pas. Si tu l'entretiens bien, tu fais un bon rendement. Nous avons été très séduits par les résultats auxquels il est parvenu. Les rendements dans les différentes situations sont très bons et surtout, comme on l'a dit, on l'a vu, la marge bénéficiaire est très appréciable et est l'ordre de 20 millions environ. C'est pour créer un cadre d'échange et de partage d'expériences et susciter un engouement pour l'entrepreneuriat agricole qu'une journée porte ouverte a été initiée sur son exploitation. Ce qui nous réconforte davantage, c'est que c'était un cadre d'échange pour les représentants de l'ensemble des entreprises agricoles des 13 régions. Ils ont donné leur appréciation et surtout leur préoccupation en mettant leurs recommandations. Et nous pensons que cela est très important pour nous permettre d'aller de l'avant. Après visite et échange, les producteurs se disent édifiés à travers l'exemple de Marc Boyini. La journée ouverte, en tout cas, c'est très bon pour nous parce que ça nous a donné beaucoup de choses, ça nous a donné des idées. Les autres entrepreneurs ont vu les réalités et cela, c'est l'occasion vraiment de mieux les galvaniser, de mieux effectivement travailler le mental pour changer, c'est-à-dire quitter la petite exploitation pour aller à la grande exploitation. Une stratégie spécifique sera définie pour l'encadrement des producteurs selon le responsable en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins. Aussi a-t-il ajouté que l'ambition est de voir cette journée se pérenniser. Rio pourrait servir d'école pour ceux qui veulent s'adonner à l'élevage du porc. La filière porcine occupe une grande partie de la population. Les statistiques de la direction provinciale du sanglier font état de 156 000 porcs. Les populations sont grandes consommatrices de cette viande. Reportage de Isaïe Parkouda. Kourkourou, c'est le nom du porc en dialecte lili et en pays gourossi. Cet animal fait partie des choix privilégiés des producteurs dans le domaine de l'élevage. Et ce sont principalement des femmes qui s'adonnent plus à cette activité. Les statistiques de 2013 montrent que la seule commune de Rio compte près de 32 000 porcs et étendue à l'ensemble de la province du Sanguier
on a dénombré plus de 156 000 Kouroukourou, composés essentiellement de deux races, la race locale et la race améliorée. On les appelle des métis parce que c'est des croisements entre la race locale et puis des races améliorées comme la Corgo, la Large White, sont des races améliorées. Et l'avantage des métis, c'est qu'ils conservent la rusticité de la race locale, c'est-à-dire ils résistent beaucoup plus à certaines pathologies. Et l'autre avantage, c'est qu'avec le croisement avec la race améliorée, on a des gabarits beaucoup plus élevés. Les agents de l'élevage veulent que la race hybride soit légion de la province du Sangué et certains ressortissants de la localité épousent leur vision. En témoigne ce centre de diffusion de la race améliorée, créé en 2011 par Rosalie Bassoulé. Mais tous comptent sur ce spécimen, le Vera. Il est le géniteur et doit s'accoupler avec toutes les truies de la porcherie. Si les truies là sont en chaleur, je pars demander le Vera là pour venir. Donc après, si la chaleur passe, je repars remettre à la personne. Chaque truie fait 2 mises bas par an à raison de 10 à 12 porcelets par portée. Une bonne affaire pour les producteurs et productrices. J'ai vendu 10 porcelets à 150 000. L'unité fait 15 000. Et j'ai vendu 2 mâles. L'autre là c'était 50 200 et l'autre c'était 57 500. En termes d'économie, vous voyez que les porcs, la moyenne tourne autour de 25 000, 30 000 francs d'unité. Si vous pondérez ça à l'effectif même de la province qui est de 156 000 têtes et quelques, et vous allez voir les chiffres, c'est en termes de milliards au niveau de la province. Certains partenaires comme le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire PAPSA et l'État burkinabé apportent leur contribution pour le développement de la filière porcine dans le Sangué. La province du Sangué, pour donner un exemple, a bénéficié de plus d'une trentaine de porceries en 2012-2013 avec l'appui vraiment financier du PAPSA. Et il y a également le ministère des Ressources animales et halieutiques qui appuie avec l'aliment porc. Il n'y a pas 3 semaines, nous avons reçu 8 tonnes d'aliments porcs subventionnés. La viande du porc est bien appréciée par les populations. Environ 8 000 porcs sont tués par mois dans la province du Sangué et le marché de dimanche au 21 de Réou est un jour de forte consommation de cette viande-là. Je voulais tuer beaucoup, mais je n'ai pas gagné beaucoup aujourd'hui marché là. Aujourd'hui c'était 3 porcs. On gagne beaucoup de bénéfices là-bas. Ils en ont fait leur métier et ils ne regrettent pas d'avoir fait ce choix. Le gain pondérable des porcs, Batiero Lunga en sait plus. Le porc a fait de Longa ce qu'il est. Pour dire, c'est avec ce porc-là que moi-même j'ai mis même mes enfants à l'école. C'est avec ce porc que, en tout cas, j'ai pu. Il y a mon maquis, tu es là, j'ai un grand maquis à Réo. C'est avec le porc, j'ai pu me payer mon premier véhicule pour faire le transport des porcs. Le porc rapporte. Si tu es dans le service et puis tu n'arrives pas à faire quelque chose, donc ça ne te rapporte pas. En tout cas, je nourris ma famille dedans. L'élevage porcin est relativement important dans la province du Sangué. Il est une source d'économie pour les producteurs et productrices et est un mode d'accompagnement du maraîchage quand on sait que les excréments du Kouroukourou sont utilisés pour la fertilisation des pépinières. Les appelés de la 61e promotion du service national de développement prêts pour servir, ils sont 2300 qui prennent le chemin des administrations pour mettre leurs connaissances et compétences au service du développement du pays. Avant le départ, ils ont reçu des enseignements sur le civisme et le patriotisme. Abdul Razak Sakandé et Adama Koulibaly. Ils sont 2300 jeunes à être appelés cette année sous le drapeau pour le service national de développement SND. Pendant 12 mois, ces filles et garçons de la 61e promotion vont se mettre au service de structures étatiques et communales. En vue de leur implication à la construction de la nation, des valeurs leur ont été enseignées durant 5 jours de formation. Il a permis de développer des nations comme l'éco-citoyenneté et le civisme, et de développer aussi des systèmes et des questions déontologiques qui vont nous permettre de bien mener nos activités sur le terrain, prendre la responsabilité, qui vont œuvrer à la construction de la nation. Nous attendons justement, on leur a dit, ce n'est pas un enseignement verbal, ce n'est pas des connaissances qu'il faut assimiler. Nous voulons qu'à travers leur quotidien, ils manifestent des comportements qui témoignent qu'ils ont reçu une formation. Ces appelés ont élaboré ce qu'ils appellent les 10 actes civiques de la jeunesse burkinabé. Des actes qui se résument en 3 notions, discipline, civisme et travail. De quoi réjouir le ministre en charge de la promotion civique. Ces 10 actes concernent en fait
toute la vie dans la société. Ça concerne leur vie en famille, puisqu'ils ont pris un engagement à l'endroit des parents, leur vie dans la société, ils ont pris des engagements à l'endroit de la société, de leurs proches, de leurs frères, aussi dans le cadre de leur travail à l'école ou dans le cadre de leur profession, et c'est vraiment très important. En 30 ans d'existence, le SND a inculqué le sens du patriotisme et du civisme à des milliers de jeunes. Et cette 61e promotion entend mettre en pratique ce qu'elle a appris. La Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement installe à Bobo-Dioulasso un club. Il se compose essentiellement de jeunes qui entendent s'appuyer sur l'appui des aînés pour réussir leur mission de promotion de la paix. L'installation du club a donné lieu à une formation sur jeunesse et paix. Quelles actions? Reportage proposé par Amadou Lougué. Des jeunes décidés à promouvoir les valeurs de la paix. Ce sont les membres du premier club de la Fatissa, la Fondation Anselme Titiama Sanon pour la culture, la paix et le développement. Le bureau est composé de 14 personnes, toutes parrainées par des membres statutaires de la Fondation. C'est un message de joie et surtout d'inquiétude pour l'immense tâche en fait qui nous concerne. Et je pense que nous les jeunes aujourd'hui, cela nous concerne la paix. Parce que dans toute activité, s'il n'y a pas de paix, par exemple, il n'y a pas de développement. Avec ce nouveau club, ces jeunes des Hauts-Bassins s'affichent en artisans de la paix. Un défi difficile à relever sans l'appui conseil des aînés. Je leur dis toujours, faites la paix maintenant. Les causes qui meurent sont celles pour lesquelles personne ne meurt, disent les Maliens. Si des jeunes acceptent de lutter, de transpirer aujourd'hui pour la paix, demain, ils ne vont pas mentir à leurs fils, à leurs petits-fils en disant « nous, on a fait beaucoup pour la paix ». Et j'entends ce discours-là, excusez-moi, actuellement de la part de certains. Je dis, mais quand ils étaient jeunes, s'ils avaient œuvré régulièrement pour la paix, nous n'aurions pas la situation dont nous souffrons actuellement. Donc il faut que les jeunes fassent la paix maintenant, qu'ils fassent le dialogue, qu'ils apprennent. Voilà. Ainsi, demain, quand ils diront on a beaucoup fait pour la paix, ça sera un constat et ils seront vrais et c'est à leur gloire. Conférence sur le thème jeunesse et paix, quelles actions et prestations d'artistes ont également marqué la cérémonie. Depuis sa création en 2011 par l'évêque émérite Titiama Sanon, la Fatissa a déjà organisé plusieurs activités, dont cette marche pour la paix au Burkina Faso et en Afrique, une marche qui a regroupé en décembre 2013 à Bobo-Dioulasso des élèves et étudiants venus de la boucle du Mouhoun, des Cascades, du Sud-Ouest et des Hauts-Bassins. La vie du guérisseur de Nagrengo, sa disponibilité et son altruisme ont inspiré la rédaction d'un ouvrage signé du docteur Poussi Sawadougou, El Hadj Seydou Biekenga, un leader altruiste en mouvement, regard de coach. C'est le titre de l'ouvrage qui a été dédicacé ce samedi 27 septembre. Aïssata Zungrana et Bouma Ernest Debier nous en parlent. Cet ouvrage est le fruit d'une rencontre entre un auteur et un guérisseur. Pour son 9e ouvrage, le docteur Poussi Sawadougou a tourné le regard vers l'homme de Nagrengo, un guérisseur traditionnel. L'œuvre est intitulée El Hadj Seydou Biekenga, un leadership altruiste en mouvement, regard de coach. Ce livre, c'est juste pour témoigner la philosophie d'un homme qui est basée sur le pardon, l'action d'un homme qui est une action de guérison et l'impact des réalisations d'un homme qui sont des réalisations sur le plan socio-économique, qui sont donc, c'est cela qui constitue le témoignage. Ce que je voudrais bien qu'on retienne de lui, c'est d'abord sa philosophie, le pardon, parce que tant que vous n'êtes pas capable de vous pardonner d'abord, vous n'êtes pas capable de pardonner les autres et vous n'êtes pas capable de demander pardon aux autres, vous ne pouvez rien réaliser sur cette terre des hommes. L'œuvre est subdivisée en 3 parties. Il aborde 2 thèmes principaux, le pardon et l'esprit d'équipe. L'auteur fait également cas des exploits réalisés par l'homme de Nagrengo à travers la médecine traditionnelle. Je remercie Dieu et vous remercie. Je demande à Dieu de vous donner longue vie. Les mots me manquent vraiment pour exprimer ma joie. Selon l'auteur, au regard des œuvres salvatrices du guérisseur de Nagrengo, Seydou Biekenga, il est nécessaire qu'il soit soutenu par ce genre d'initiative, toute chose qui lui permettra d'entreprendre plus.
Le Pardon, Mélie également parle à travers son nouvel album qui rentre de plein pied dans le showbiz. Son album est intitulé Le Pardon. Le nom de Mélie, derrière ce nom se cache une lauréate de Faso Academy de 2010, Émilie Woni, la candidate de Dédougou. Avec cet album, la musicienne entre de plein pied dans la cour des stars et promet d'aller très loin. Avec cet opus, Mélie fait son entrée dans la cour des artistes musiciens. Après 4 années passées dans les coulisses à travailler, la jeune fille de Dédougou présente aux mélomanes le fruit de son travail. Ce n'est pas facile de faire sortir un album. Et si tu veux rentrer dans le milieu artistique, il faudrait faire sortir un produit qui convainc les mélomanes. C'est pour cela que j'ai pris mon temps pour bien travailler mes titres avant de les faire sortir. Faso Academy a été la clé de mon bonheur parce que grâce à Faso Academy, j'ai eu un producteur qui a cru en mes talents et qui m'a produit. Et cet album a vu le jour aujourd'hui. Dévoilée par Faso Academy, où elle a décroché le premier prix en 2010, Mélie reconnaît l'apport de cette émission dans son début de carrière. Sous l'impulsion du PDG des studios lointaines, Mélie finit par entrer en studio pour sortir un opus de 6 titres baptisé Le Pardon. Nous avons vu en Mélie une pépite que nous pouvions accompagner. Et cela nous a d'autant plus frappé que l'artiste avait été élu dans une ambiance un peu de détestation généralisée, parce que certains ont eu des incriminations et tout. Mais aujourd'hui, à la lumière de cette séance de concert dédicace, tout le monde s'est aperçu réellement du talent intrinsèque de l'artiste. Nous n'allons pas enlever le talent des autres aussi qui ont participé à Faso Academy et qui continuent d'ailleurs de participer à cette grande émission de télé-réalité, mais seulement l'artiste avait quelque chose dans le cœur et dans le ventre à revendre. Et nous avons réellement vu ça, nous avons perçu cela et nous l'avons accompagné. Initiée à la chanson dès l'âge de 9 ans, Mélie vient de réaliser un de ses rêves. Son souhait, devenir une star internationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonne reprise de travail demain.